Sénégal marche pour la liberté de Sonko vers une crise sociopolitique. Nous nous interrogeons encore ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Les forces de l'ordre sénégalaises ont mis fin abruptement, on va le dire ainsi, dimanche, à la marche de l'opposant Ousmane Sonko à travers le pays, en l'interpellant dans le sud et en le ramenant de force à Dakar. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, a évoqué les heurts entre partisans de Sonko et forces de l'ordre qui ont accompagné depuis vendredi dernier le retour de l'opposant à Dakar en convoi par la route et dans lesquels un homme a été tué. Il y a eu mort d'homme à Kolda. Est-ce que l'État va rester les bras croisés? La réponse ne peut être que négative, a déclaré le ministre sénégalais à la télévision nationale. Il a fait savoir et surtout valoir que M. Sonko aurait dû faire une demande d'autorisation avant d'organiser ce qu'il a appelé une caravane de la liberté. On a pu de ce fait encadrer le leader du parti PASTEF, Sonko, jusqu'à son domicile à Dakar, où il a été déposé, a-t-il dit. Une source proche des autorités a précisé qu'Ousmane Sonko avait été interpellé près de Koungheul par les gendarmes et ramené par eux vers la capitale. Le ministre sénégalais de l'Intérieur a rapporté que des armes avaient été trouvées dans le véhicule transportant Ousmane Sonko. Le sort de l'opposant engagé depuis 2 ans dans un bras de fer avec le pouvoir en vue de la présidentielle de 2024 donnait lieu à des spéculations depuis plusieurs heures. Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle, mais menacé d'inéligibilité par les affaires judiciaires qu'il dénonce comme un complot de l'État, n'a plus donné de nouvelles publiques depuis dimanche matin. Son parti l'a déclaré introuvable et surtout injoignable. Il a entrepris vendredi dans le sud du pays une marche de retour vers Dakar dont il comptait faire une démonstration de force. Le convoi a drainé des foules de jeunes supporters enthousiastes et a été émaillé de heurts entre jeunes et forces de sécurité dans lesquelles il faut dire qu'un homme est mort. Alors que Ousmane Sonko documente volontiers ses faits et gestes en direct sur les réseaux sociaux et en a fait de même les 2 derniers jours de son voyage, il a cessé de le faire ce dimanche matin. On parle bien sûr de la journée de dimanche. La mobilisation des partisans d'Ousmane Sonko autour de lui a régulièrement donné lieu à des incidents et surtout des troubles. Nous fêtons savoir en 2021, on le rappelle également, il avait été interpellé à Dakar alors qu'il se rendait en cortège à la convocation d'un juge dans une affaire de viol. Son interpellation avait contribué à déclencher plusieurs jours d'émeutes qui avaient fait au moins une douzaine de morts. Une chambre criminelle doit rendre donc le 1er juin prochain un verdict très attendu contre lui dans la même affaire de viol présumé. Il a refusé de comparaître, criant au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle. En plus d'une éventuelle condamnation, il risque d'ailleurs la perte de son éligibilité du côté justement du Sénégal lors de la présidentielle qui arrive dans les mois à venir. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce lundi 29 mai de l'an de grâce 2023. Sénégal marche pour la liberté de Sonko vers une crise sociopolitique. Telle est notre grande interrogation. Et qui donc qui pouvait répondre à nos questions si ce n'est un homme politique? Et nous sommes avec Patient Parfendom ce matin. Eh bien, il est de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créé le 10 avril 1948. Il est notre invité. D'ailleurs, il a été très jeune dans ce parti politique. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Juslingos, bonjour à nos nombreux internautes, bonjour à nos techniciens, à toute la grande galaxie panafricaniste à travers le monde. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre présent à vos invitations. Quelqu'un d'autre dirait à vos convocations. D'apporter moi aussi ma petite pierre à l'édifice. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir. Patient Parfendom, hier dimanche 28 mai de l'an de grâce 2023, eh bien on parlait encore d'Ousmane Sonko. Là encore, ils étaient nombreux d'ailleurs le vendredi, samedi, dimanche. Eh bien, il a cessé de faire signe Ousmane Sonko. Jusqu'à preuve de contraire, il est injoignable. Encore et encore des choses à redire sur Ousmane Sonko. Oui, ben ça fait partie de ce que j'appelle la lutte politique. Quand vous êtes en politique face à un système, un adversaire
peut-être qu'il ne veut pas de vous. Il faut vous attendre à toutes ces réactions, ces initiatives qui, de votre part, qui vont trouver en face des écueils, des difficultés. Donc, il faut être préparé à cela. Et chaque fois que cela puisse arriver, ne vous dites pas que c'est une injustice, c'est ça, l'actrition du jeu politique, et il faut être capable d'en assumer les conséquences. On n'entre pas en politique, surtout dans l'espoir de déboulonner un système, de votre point de vue, qui ne rend pas justice à votre peuple et à votre pays, et en s'attendant de la part de cette institution, de ce pouvoir qui a des comportements plus ou moins décents. Nous sommes comme en Afrique francophone, nous sommes dans des pays qui continuent d'utiliser le franc CFA, nous sommes dans des régimes pour la plupart post-coloniaux, mais qui ont gardé les réflexes des anciens régimes de la dictature. Maintenant, ce que je déplore, c'est du point de vue tactique et stratégique de la part de Sonko, je trouve qu'il y a beaucoup de légèreté. C'est pour ça qu'il faut connaître son ennemi quand il faut l'attaquer, il faut le combattre. Quand vous foncez de manière assidue, de manière quotidienne dans une stratégie et vous avez des dégâts, parce que là encore on parle de mort d'homme, je pense que de votre côté, il serait toujours peut-être de bon temps, à moins que ce soit l'assaut final, d'essayer d'améliorer mieux votre tactique pour ne pas créer autant de dégâts que les manifestations pro-Sonko produisent. Si je peux faire un parallèle pour montrer, pour que les gens comprennent très bien, vous avez vu au Cameroun en 2018, après la crise post-électorale, il y a quand même eu beaucoup de contestation et un parti qui a voulu vraiment entraîner le pays dans une forme de contestation. Mais l'expérience du pouvoir, dans ce que j'appelle la répression des organisations politiques de l'opposition, nous en savons quelque chose, a donné lieu à quelque chose de très professionnel. Il n'y a pas eu de mort. C'est vrai que mon ami Njamin nous a réclamé des balles reçues dans les jambes, mais il n'est pas mort. Bon, c'est de tout contester même la véracité de ces balles. Donc, il n'y a pas eu de mort. Donc, je pense pour Ousmane Sonko, c'est lui qui a tout à gagner. Parce que selon sa propre stratégie, c'est lui qui représente l'avenir. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas en s'opposant de manière frontale, comme le fait, mais surtout en essayant de ramener tout à lui, du point de vue de pôle de contestation de pouvoir. C'est pas comme ça qu'il va réussir à affaiblir le pouvoir. La preuve actuellement, on l'a, comment dire ça, on a intercepté, n'est-ce pas, cette marche, on l'a extrait de la marche, on l'a ramené à Dakar, et il est en lieu sûr à Dakar, mais pourtant il y a eu mort. Et puis, la vie a repris son cours normal au Sénégal. La vie ne s'est pas arrêtée. Donc, je crois qu'il faut qu'il essaie de bien réfléchir sur ces questions-là. Ça veut dire deux ou trois choses. Ça peut vouloir dire que, comme je le disais tout à l'heure, il ramène tout à lui. Et c'est pas bon. Vous ne pouvez pas vouloir combattre un système qui est bien installé et être l'alpha et l'oméga des initiatives de contestation de ce pouvoir. Premièrement. Deuxièmement, ça peut aussi signifier que, au-delà de ce groupe qui lui est favorable, le reste du pays ne suit pas. Parce que quand même, arrêter un leader, entre guillemets, aussi important comme Sonko, devait soulever les foules dans le pays. On devait sentir que le pays est en mouvement, exactement comme il ne suffisait pas pour quelqu'un d'aller marcher en deux côtés pour que le pays se soulève. On a vu que ça fait chute plus tard. Et puis, les conséquences, c'est que d'autres gens sont allés en prison et le principal concerné, lui, peut se balader allègrement aujourd'hui. Il faut savoir tirer des leçons de notre propre lutte, même de la lutte de ceux qui sont hors de notre pays, mais sur notre continent, parce que, en réalité, ils affrontent la même machine, la même mécanique. Si vous êtes incapable de le faire, bon, ok, ça va être effet d'annonce pour un moment. Ça va faire beau de savoir qu'il y a Ousmane Sonko qui défie l'État du Sénégal et qui défie Macky Sall, mais hors de cela, on ne va pas un travail de fond où des populations, où la jeunesse, parce qu'elle est bien formée, parce qu'elle est bien encadrée, a pris ses responsabilités et mène des opérations pour mettre à mal le pouvoir de Macky Sall. Et ça, c'est dommage.
Moi, je crois que c'est la énième fois qu'on fait des débats sur Ousmane Sonko. Ce que je retiens, je vous l'ai dit dès le départ, bien même qu'on en arrive ici, qu'il a une attitude de défiance vis-à-vis de certains comportements de l'État. C'est pas bon pour quelqu'un qui veut prendre un pouvoir par la voie des urnes. Il ne veut pas prendre la voie par la voie d'une révolution, soit armée, soit populaire. Il veut la prendre par la voie des urnes. C'est pas bon, premièrement. Deuxièmement, l'essentiel des moments de contestation de pouvoir actuel ne se font que à son initiative et en sa présence. Hors de son initiative, sa présence, on pense que c'est un calme. Vous allez me dire, c'est peut-être un calme qui va précéder la tempête, mais c'est un calme. Et je vous dis, pour quelqu'un qui a été en ligne de front de la construction de ce type de modification de rapport de force, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit, la stratégie qu'elle a scène n'est pas de tout bonne. Elle risque de se retourner à terme contre lui s'il ne la modifie pas. Je le dis sincèrement, je l'ai déjà dit, et sur ce plateau mille et une fois, il faut que Sonko, ou bien les stratèges qui sont autour de lui, je vois des gens qui sont sortis de Harvard, mais ça ne suffit pas. Le terrain, c'est le terrain. Le terrain en Afrique a ses réalités, il faut s'en accommoder, il faut les domestiquer, sinon vous ne parvenez pas justement à construire ce rapport de force qui va vous permettre de renverser complètement la tendance en votre faveur. Parce que comme je suis heureux ou désolé de le constater, surtout désolé, c'est que bon, pour l'instant, les gens vont qu'à leurs occupations, ils montent et descendent, ils font ce qu'ils veulent, etc., etc. C'était l'erreur de l'opposition dans les années 90. On avait cru qu'en bloquant Douala, on avait, et les villes et d'autres provinces, on avait reçu le coup. Mais le président Biya nous s'est fendu dans une déclaration qui sonne comme un aveu d'échec de la part de l'opposition en 90 de l'époque. Il vous a dit tant qu'il y a un de respire, le Cameroun vit. Cela voulait dire ce que cela voulait dire. Cela voulait dire que vous ne pouvez pas mener une contestation populaire pour renverser un pouvoir et que cette contestation-là, cette idée-là, cette demande sociale et politique-là n'a pas un impact sur les populations de la capitale. C'est un problème, ça. Vous voyez? Donc, dans le cas de Sonko, j'ai l'impression que c'est quand il est là, c'est quand il a une activité qu'il a lancée, ou bien il doit juste à nous parler, ou bien il organise un meeting, qu'on voit les foules, qu'on voit des gens qui disent on n'en veut plus. Mais je ne vois pas de manière autonome des formes de contestation du pouvoir central du président Macky Sall à travers le pays. Pour moi, c'est un indicateur qui démontre que il n'a pas encore pu faire monter la mayonnaise suffisamment pour que on puisse penser. On parle quand même de contestation à travers le pays. Lesquelles? Dites-moi lesquelles. Moi, j'écoute les radios et les télés, je fous tout. Je vois pas. Je vois pas les gens qui disent dans les localités Ziguinchor, c'est parce que les maires de Ziguinchor et parce que là-bas, ils devaient tenir autre chose. Mais quand vous sortez de ces deux villes, que Ziguinchor, c'est pas tout le temps, surtout de Dakar, vous ne voyez pas, vous ne sentez pas que les populations sont en train de contester violemment le gouvernement de Macky Sall. C'est un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas pour plaire ou bien pour ne pas plaire. C'est parce qu'on aime ou bien qu'on n'aime pas. C'est une réalité politique. Quand comment il s'appelle? Monsieur Ouattara a décidé d'organiser une élection pour faire le hold-up et faire un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Vous avez senti que le pays était en ébullition, malgré que la force brutale qui s'est soldée par des têtes coupées qui ont servi de ballon de football de la part, n'est-ce pas, des affidés de Ouattara, ont eu le dessus provisoirement. Mais au moins, on sentait que le pays était mécontent. Et on n'avait pas besoin ni de mots d'ordre de Konan Bédié, ni besoin de mots d'ordre de Laurent Gbagbo. Les gens se mettaient en mouvement. On sentait qu'il y a quelque chose. Et pire encore, dans le cas de Ousmane Sonko. Hier, elle avait des alliés. Certains de ces alliés commencent à faire des défections. C'est le cas, par exemple, du maire de Dakar, Barthélémy Diaz et d'autres. Donc là, quand dans un groupe, à l'approche d'un moment décisif, comme les élections présidentielles qui sont en train d'arriver, vous commencez à voir ça, alors que les gens qui étaient allés hier, qui commencent à faire défection, ce n'est pas bon, ni pour le candidat quasi majoritaire de l'opposition, comme c'est le cas de Sonko, personne ne peut le nier, mais ni pour cette contestation nationale qu'on aurait pu construire à partir de cet attelage pour le semer à travers le pays. C'est ce que je constate et je dis, si on ne peut pas, autant remettre ces batailles demain, comme quelqu'un dit, il faut livrer que les batailles qu'on a su de gagner. Sinon, allons de quoi? J'allais dire, tous ces morts-là, ils vont servir à quoi? Ils vont vraiment servir à quoi? Je ne peux pas faire
état de tous les mots que moi j'ai vécu pendant 1990. C'est vrai que pour l'histoire, peut-être qu'elles compteront, elles voudront leur pesant d'or. Mais la réalité est de constater que cette contestation de 90 n'a pas pu aboutir. On n'a pas pu transformer l'essai. Les forces qui étaient en face de nous étaient peut-être mieux organisées, étaient peut-être mieux soutenues que nous, et avaient peut-être plus de moyens que nous. Ils les ont vaincus. La preuve pour le bien est toujours au pouvoir. Il faut faire très attention. La politique, on ne la fait pas avec les émotions. Non. On ne fait pas la politique avec les émotions. On ne fait pas la politique avec ses propres vœux. Je souhaiterais, j'espère qu'il n'y a qu'à. Non, ce n'est pas ça. Il faut être froid quand on fait l'analyse politique. Et cette froideur nous commande, nous aujourd'hui, qui sommes passés par cette épreuve de feu, de faire preuve de beaucoup d'attention si on veut avancer. Sinon, on avance tête baissée. J'avais, en 2018, vous étiez là avec moi, vous vous souvenez, quand je disais, par exemple, je prends le cas du Cameroun, des militants de MSC qui nous disaient, je m'excuse de citer leur nom, mais pour que tout le monde comprenne, ah, vous dites que vous avez été les élections, que les dés sont pipés à la base, que la machine a broyé là, et que c'est parce que vous avez échoué. Nous, on a tout prévu. De comment on va contrôler ces élections, je m'adresse encore à faire l'hypothèse. On m'a dit que la démissionnaire sur le parti, je me souviens quand même incité, il nous traitait d'opposants felatifs. Résultat de course, on est où? Où sommes-nous? Donc c'est ça. Ce n'est pas après dire que oui, il y a injustice, oui, vous n'avez pas honte, c'est un pouvoir pourri. Oui, on a déjà dit ça. Et quand tu as fini de dire ça, tu fais quoi? Il y a des gars qui sont en prison. Vous êtes dehors. Vous dormez avec vos épouses. Vous mangez, vous allez même regarder les matchs de football. Mais c'est quoi cette affaire? Donc, l'Afrique doit avoir des dirigeants et des leaders à la hauteur des ambitions de changement que ces gens professent. Et ça passe par beaucoup de travail. Et le point faible du continent africain et de tous ceux qui veulent imposer une nouvelle proposition politique, n'est-ce pas, comme entrepreneur politique à l'Afrique, c'est au niveau de l'organisation. Et qui parle d'organisation, sur moi, je sous-tends là-dedans la formation. On ne forme pas assez, on organise, nos organisations sont faibles parce que les militants sont très peu formés. Beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils luttent. Ils suivent aveuglement. Des gens, tout simplement parce que les gens surfent sur un fonds de commerce qui est le changement. Il faut mettre du contenu dans ce changement. Mais pour mettre du contenu dans ce changement, il faut former les gens. Moi, j'aime à dire souvent et à le répéter. Écoutez, la démocratie n'est pas seulement la dictature de la majorité sur la minorité. La démocratie signifie aussi c'est-à-dire que de donner la possibilité qu'ils iront voter en connaissance de cause. En connaissance de cause. Moi, c'est pour ça que je ne vote pas au Cameroun. Vos élections, là, je ne participe jamais parce que je n'ai pas confiance en ce système. Il y a des gens qui y vont. D'autres même des postes de députés et de maires. Mais moi, je suis passé par au casse-pipe. J'ai compris que cette affaire-là, si un certain nombre de fondamentaux ne sont pas révisés à la base, ça ne sert à rien. Ne sert à rien. Ça ne servira absolument à rien. Les gens continuent de dire aujourd'hui, oh, inscrivez-vous massivement. On sait où bien ça conduit. C'est un débat. Quand on dit oui, alors apporte-nous notre solution, tu veux prendre les armes? Je dis que non, vous n'avez pas encore commencé le B.A.B.A. Le B.A.B.A, c'est de dire même, par les séances de formation, c'est quoi une liste électorale? C'est quoi un code électoral? C'est quoi un fichier électoral? Vos électeurs ne savent même pas. C'est quoi les notions de majorité et de minorité? C'est quoi les notions comment dire ça, de quotas, vous ne connaissez pas, les gens ne connaissent pas. Les gens vont dire, oui, c'est mon frère de village, je vais voter pour lui. Allez donc voter, ça va donner quoi? Et avec les dégâts qu'on voit, ce sont des familles qui explosent. C'est des gens qui perdent, n'est-ce pas, les libertés. D'autres meurent. Nous qui avons à l'époque, dans les années 90, fait le maximum, on était assez costaud. Si on n'a pas réussi à transformer l'essai, c'est vrai que l'environnement politique, à la fois international africain, n'était pas ce que nous avons aujourd'hui. C'est la chance que quelqu'un comme Sonko a. Mais même jusque-là, nous avons quand même perdu. Nous qui étions mieux aguerris, mieux formés, mieux préparés, mieux organisés, on a quand même perdu. On a perdu sur le Longos. Donc, et ça, vous ne pouvez pas violer indéfiniment les règles d'un certain parcours qui doit vous amener au palais. J'ai dit à Sonko, d'accord, je vous ai dit, sois parti sur ce plateau. Bon, je ne suis pas sénégalais, je ne vais pas voter malheureusement, mais au moins,
l'avis que je peux porter et qui peut influencer peu ou prou certains dans ce pays, vous pouvez avoir complètement, être populaire, la population avec vous. Mais il y a une marche royale entre le moment où vous êtes complètement adoubé par le peuple et l'entrée au palais. Et là, le chemin, là, cette allée triomphant, là, il y a les écueils, là, comme vous n'avez jamais oublié. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La moindre petite faute peut peser contre vous. Peut pas. On vous demande de vous présenter devant le tribunal, vous dites que vous n'allez pas là-bas. Justement, ce dernier crie au complot d'État qui veut l'empêcher de se présenter à cette élection présidentielle. Mais ça va de soi. Il est dans une compétition politique. Tous les coups sont permis. Mais, c'est-à-dire, j'aime à le dire, je reviens là-dessus. C'est comme dans la crise ukrainienne, là. La politique, c'est une manière de faire la guerre. Hein. C'est une autre forme de continuer la guerre, mais avec d'autres moyens. C'est ça la politique. Quand la guerre est déclarée, M. Ngos, il n'y a plus de morale. Quand la guerre est déclarée, ne l'oubliez pas, il n'y a plus de morale. Non, il n'y a plus de morale. Mais là, vous êtes en guerre. C'est comme les rapports entre l'Afrique et l'Occident. Oui, non, mais pas honte, ils nous font ça. Comment ils peuvent continuer de nous maltraiter comme ça? Mais c'est des bavardages dans le vent. Organisez-vous pour que le rapport de force les oblige à ne pas vous faire ça. C'est tout le problème. Mais vous ne pouvez pas, vous êtes là dans les pleurnicheries de gamines. Hein? Les cris de vieilles effarouchées. Ce n'est pas ça qui va changer la donne. Donc moi, je continue de penser que on peut ne pas être d'accord, on peut contester, on peut tout dire de son corps, mais, pardon, du pouvoir de Macky Sall, mais nous disons à son opposant, muscle le jeu. Ce n'est pas encore assez musclé. Regardez la situation ivoirienne. Malgré tout, Gbagbo est focus sur une stratégie. C'est le droit. Il faut faire triompher le droit. Ouattara l'exclut même des listes électorales, dit que tu ne peux pas partir de liste électorale. On oublie même l'histoire qui a permis à ce que Ouattara puisse être candidat à une élection présidentielle. On oublie que ce fut la mansuétude de Laurent Gbagbo. De Laurent Gbagbo qui a fini, bon, là aussi, il faut avouer, avec des pressions diverses, dont celle de Thabo Mbeki, vous vous souvenez, en Afrique du Sud, mais c'est quand même en Afrique du Sud que Laurent Gbagbo a consenti de régler la question de la nationalité de M. Ouattara, qui lui a donné le droit d'être candidat à une élection. D'où vient-il aujourd'hui que sur la base d'une fausse condamnation, d'un faux truc, c'est-à-dire que quelqu'un, il n'est pas avec vous, et c'est vous qui l'avez envoyé la haie. Il est en train de faire face là-bas à la justice internationale selon vous. Et au même moment, vous organisez un procès, sachant pertinemment qu'il pourra perdre la pour se défendre et vous le condamnez. Vous comprenez quelque chose là? Et où est la morale là-dedans? Vous recevez quelqu'un en grande pompe au palais avec d'autres. Vous pendez même un communiqué qui va dans le sens de l'apaisement, de la construction, n'est-ce pas, oui, d'un apaisement, d'une détente des cœurs, si on peut l'appeler comme ça, dans le cadre du processus de réconciliation. Mais paf, la première occasion politique arrivée, vous l'excluez du jeu politique, vous dites que tu ne dois pas être candidat parce que tu as été condamné. Tu comprends quoi là-dedans? Mais que fait Gbagbo? Il ne panique pas. Il continue de travailler, d'organiser. Le peuple a essayé de prendre contact avec les autres partis de l'opposition, hein, et a insisté pour dire que non, le primitif ou bien le jugement de la CPI est clair. Voilà. Je n'ai plus rien à me reprocher ici chez vous. Puisque la CPI, qui est une supra-juridiction par rapport à vous, et c'est vous qui m'avez envoyé là-bas, a rendu sa décision et elle est là. Est-ce que vous... C'est ça le problème. On dit le casse de la BCAO, il rigole. Donc il est là sur cette position-là. Il est là sur cette position-là. Je vais continuer. Il continue de travailler. Il n'organise pas les moments de fronde contre le gouvernement en permanence parce qu'il sait que c'est contre-productif. Je vous ai rappelé que la précédente élection a débouché sur un gamin qui a une tête coupée. Et les autres partisans de M. Ouattara ont pris cette tête, l'ont mis au centre comme un ballon et ont tapé sur la tête de quelqu'un comme un ballon. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment la portée symbolique de ce geste. Mais c'est animal ça. Mais ils l'ont fait. Et ces gens qui l'ont fait n'ont jamais été poursuivis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous comprenez quelque chose à ça?
Vous voyez la nature de cette violence politique? Il y a un sens moral à ça, mais pourtant. Donc, honnêtement, moi, je continue de voir ce qui se passe au Sénégal en me disant, j'avais beaucoup d'espoir que peut-être il y a un fond d'une construction qui va précéder le changement attendu au Sénégal. Là, je suis contraint depuis un certain temps de vous dire que je suis déçu. Moi, je suis un peu déçu. Je ne vois pas ça venir. Je vois les effets d'annonce. Je vois comment dire ça, des couvertures dans les médias mainstream de M. Sonko qui dit ce qu'il veut dire. Mais c'est pas comme ça qu'on arrive à modifier le rapport de force localement. Merci. Patient Bafindom d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci sur cette question. Et je continue de dire aux autorités sénégalaises en général, au peuple sénégalais en particulier. Le Sénégal avait habitué l'Afrique à une espèce de leurre sur le plan démocratique. On disait là-bas, au moins, il y a les alternances, il n'y a pas de violence, les gens savent accepter leur défaite, bien que la réalité est moins rose que cela. Parce qu'on a vu quand même comment Ouattara, on a dû le bousculer pour qu'il parte de pouvoir, à cause de cette affaire de la majorité qui voulait inverser en termes de pourcentage. Mais le Sénégal nous a habitués à autre chose. Nous serons très malheureux si ce Sénégal-là rentre dans le cercle fermé des pays pour qui, chaque fois qu'on annonce les élections, surtout présidentielles, on commence à préparer les tombes et les cercueils. Vraiment ça, il faut que nous épargnions de cette image-là, de cette réalité-là, au pouvoir actuel. Il va de sa responsabilité de tout faire pour que cette élection se passe avec moins de casse possible. Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons mettre la clé sur l'opération pour cette autre édition de Parole panafricaniste en vous disant clairement que la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'à la force. Bonne journée à toutes et à tous.